François Bon, Balzac, roman, à la fois Ferragus 3, on a fait une longue intro sur pourquoi Ferragus, livre un petit peu rendez-vous secret des Balzaciens, cette espèce de transition qui fait qu'à travers une histoire dont les agents les plus puissants doivent être restés anonymes, souterrains. C'est la ville qui fait son irruption comme étant la nappe de récit principale, actrice du récit en tant que telle, annonçant évidemment de Baudelaire aux paysans de Paris ou ce qu'on cherche à travailler, nous, aujourd'hui, de la ville, d'où le fait que de nombreux lecteurs de Balzac soient venus travailler dans Ferragus. On avait cité Pavese, Calvino, et puis Michel Butor. J'ai aussi lu de Ferragus 1h10, en gros toute la première partie, là, concernant justement cette irruption de la ville, jusqu'au moment où, au bout d'une heure, le nom de Ferragus est prononcé dans le texte. Et j'avais un autre rendez-vous en tête, où là, il ne s'agit pas seulement de Ferragus. Dans Balzac, on meurt. Et dans la rémanence, moi, après quasiment un demi-siècle de fréquentation, la rémanence de ces morts est totalement indissociable de l'image en nous de la comédie humaine. Et évidemment, pour chaque titre, pour chaque livre, ces scènes-là avec cimetière ou pas, la mort de Coralie, c'est dans sa chambre avec Rubempré qui écrit là des chansons à boire pour trouver 300 balles pour l'enterrement. La mort de Rubempré lui-même, en se pendant à sa cravate là, à la grille là, d'espèce de soupirail là, donnant sur le quai là, l'ancien palais de justice dans l'île de la Cité, au moment où tout le monde vient pour le délivrer, mais évidemment arrivera trop tard, ou la dernière scène de Goriot avec Rastignac là au-dessus du Père Lachaise, un ou deux. Paris, et pour moi il y avait comme une sorte, là dans cette grande fresque que j'intitule Balzac roman, il y aurait une sorte de ligne à suivre où on n'aurait que ces morts. Vous savez, comme quand on lit Saint-Simon. Quand on lit Saint-Simon, on a toujours les gens qui meurent, les gens qui meurent. Ce matin est mort, aujourd'hui est mort, hier est mort. Et parce que le mort, là, surgit en disant au revoir d'où il est, on a toute sa vie qui se déroule comme ça en flashback. Et j'avais envie d'une sous-série qui soit une collection de morts dans Balzac. Je ne me pressais pas pour ça, je sais que c'était un rendez-vous. Et justement, étant dans Ferragus, il y a ces 3 improvisations sur Balzac, ou cette improvisation sur Balzac en 3 tomes, Le Marchand et le Génie, Scène de la vie féminine, Paris à vol d'archange de Michel Butor, là, le monument discret, monument aussi humble que Butor, mais qui nous rapproche tellement de l'œuvre. Eh bien, lui aussi, il avait cette idée-là. Et il a un passage comme ça sur les cimetières dans Balzac. Et il ouvre sa petite séquence sur les cimetières dans Balzac par Ferragus, la mort de Madame Jules. Alors ça peut paraître un peu presque comique, Jules, c'est le prénom de Maigret. Appeler un personnage Madame Jules, quand même. D'autant qu'elle a un prénom. Son prénom, c'est Clémence. Oui, mais voilà. Clémence n'a pas eu de parents, officiellement. C'est-à-dire que Clémence est lancée dans la vie sans patronyme, sans généalogie, surtout pas avec ces choses nobles du blason qui semble impressionner tellement Balzac et qui nous resserre à toutes les sauces. Non, c'est Clémence, juste femme, prénom, femme sans nom. Et quand elle épouse cet employé, Jules Desmarais, eh bien, elle devient Madame Jules. Et tout le roman est là-dessus, c'est-à-dire que dans ses forces occultes, oui, c'est ce qui va faire le nœud du livre. Son père, ancien bagnard, fait partie de ces dévorants, là, de cette bande-là qui fait créer l'histoire des
des 13, c'est pas spoiler quoi que ce soit de divulgacher, comme diraient nos amis du Québec qui nous reprennent là-dessus. C'est bien normal, Montréal étant une ville bilingue totalement, mais de raconter ça, c'est pas ça qui compte. Et cette femme est singulière chez Balzac, parce que chez Balzac, il n'y a rien de pire que ces fins. Regardez Modeste Mignon ou tant d'autres, ou Ursule Mirouet. À un moment donné, ça y est, ça se pacifie, on a trouvé des sous, on a acheté une baraque à la campagne, même David Séchard, et puis on vit heureux à la campagne tranquille, puis on a l'impression que ces êtres sont totalement annihilés pour avoir rejoint la vie bourgeoise ordinaire. Et Madame Jules, c'est un personnage, cette Clémence, donc, c'est un personnage à part dans Balzac parce que elle a d'autres atouts. C'est pas qu'elle soit belle comme la marquise d'Espard, non, c'est une beauté intérieure, c'est une beauté sereine, c'est quelque chose d'irréprochable. C'est une femme qui revendique l'amour qu'elle a pour se démarrer et leur vie de couple. Il n'y a rien besoin de rien d'autre. Et elle n'est pas responsable du tout de l'amour là que lui porte ce Maulincour. Elle lui a rien demandé, elle a tout le temps dissuadé. Simplement, c'est par lui que tous les malheurs vont se produire. Et par contre, là, Balzac se retrouve de son temps. Ça, moi, on l'a exploré là pour la première fois avec la mort de sa jeune sœur, Laurence Balzac, à 23 ans. Et là, pour moi, j'avais besoin de ces figures pour savoir comment on avance et pourquoi on avance. Même chose avec ce dossier ouvert, cette femme écrivain qui s'appelle Caroline Marbouty, et à qui toute sa vie on fera payer. Ah ouais, elle est partie avec Balzac dans un voyage en Italie, déguisée en jeune garçon. Ils n'ont même pas fait l'amour, d'ailleurs, probablement. Et non, dans ce monde-là, pensez, une femme qui est partie de Limoges en abandonnant son mari fonctionnaire, un greffier, avec ses 2 petites filles, et puis qui est venue à Paris et qui a prétendu élever ces 2 gamines en écrivant des romans. Non, ça se fait payer, ça. Et là, dans cette mort de Madame Jules, je crois que c'est tout ça aussi qui résonne. Dans le roman, Maulincour, le jeune type, le père biologique de Clémence, le bagnard, Ferragus, va s'y prendre 3 fois une pierre balancée du haut d'un échafaudage, un essieu trafiqué sur son cabriolet, puis finalement un truc de poison qui fait qu'il va se désintégrer sur place, mais lentement. À quoi servait de faire mourir cette femme dans le récit? Et justement, cette mort est tellement gratuite, une jeune femme de 25 ans, et elle meurt de quoi? Elle meurt du choc moral que produit sur elle l'histoire. Alors, la fin de Ferragus, mort de Madame Jules, ouverture de cette série qu'on pourrait intituler « Mourir chez Balzac ». Toutes les douleurs sont individuelles. Leurs effets ne sont soumis à aucune règle fixe. Certains hommes se bouchent les oreilles pour ne plus rien entendre. Quelques femmes ferment les yeux pour ne plus rien voir. Puis ils se rencontrent de grandes et magnifiques âmes qui se jettent dans la douleur comme dans un abîme. En fait de désespoir, tout est vrai. Jules s'échappa de chez son frère et revint chez lui, voulant passer la nuit près de sa femme et voir jusqu'au dernier moment cette créature céleste. Tout en marchant avec l'insouciance de la vie que connaissent les gens arrivés au dernier degré de malheur, il concevait comment, dans l'Asie, les lois ordonnaient aux époux de ne point se survivre. Il voulait mourir. Il n'était pas encore accablé
Il était dans la fièvre de la douleur. Il arriva sans obstacle, monta dans cette chambre sacrée. Il y vit sa Clémence sur le lit de mort, belle comme une sainte, les cheveux en bandeau, les mains jointes, ensevelie déjà dans son linceul. Des cierges éclairaient un prêtre en prière. Joséphine, pleurant dans un coin, agenouillée, puis, près du lit, 2 hommes. L'un était Ferragus. Il se tenait debout, immobile, et contemplait sa fille d'un œil sec. Sa tête, vous l'auriez prise pour du bronze. Il ne vit pas Jules. L'autre était Jacquet, pour qui Madame Jules avait été constamment bonne. Jacquet avait pour elle une de ces respectueuses amitiés qui réjouissent le cœur sans trouble, qui sont une passion douce, l'amour moins ses désirs et ses orages, et il était venu religieusement payer sa dette de larmes, dire de longs adieux à la femme de son ami, baiser pour la première fois le front glacé d'une créature dont il avait tacitement fait sa sœur. Là, tout était silencieux. Ce n'était ni la mort terrible comme elle l'est dans l'église, ni la pompeuse mort qui traverse les rues. Non, c'était la mort se glissant sous le toit domestique, la mort touchante. C'étaient les pompes du cœur, les pleurs dérobés à tous les yeux. Jules s'assit près de Jacquet, dont il pressa la main, et sans se dire un mot, tous les personnages de cette scène restèrent ainsi jusqu'au matin. Quand le jour fit pâlir les cierges, Jacquet, prévoyant les scènes douloureuses qui allaient se succéder, emmena Jules dans la chambre voisine. En ce moment, le mari regarda le père et Ferragus regarda Jules. Ces 2 douleurs s'interrogèrent, se sondèrent, s'entendirent par ce regard. Un éclair de fureur brilla passagèrement dans les yeux de Ferragus. « C'est toi qui l'as tué, pensait-il. Pourquoi s'être défié de moi ?» paraissait répondre l'époux. Cette scène fut semblable à celle qui se passerait entre 2 tigres reconnaissant l'inutilité d'une lutte après s'être examinés pendant un moment d'hésitation sans même rugir. « Jacquet, dit Jules, tu as veillé à tout. »« À tout, répondit le chef de bureau, mais partout me prévenait un homme qui partout ordonnait et payait. Il m'arrache sa fille. » s'écria le mari dans un violent accès de désespoir. Il s'élança dans la chambre de sa femme, mais le père n'y était plus. Clémence avait été mise dans un cercueil de plomb et des ouvriers s'apprêtaient à en souder le couvercle. Jules rentra tout épouvanté de ce spectacle, et le bruit du marteau dont se servaient ces hommes le fit machinalement fondre en larmes. « Jacquet, dit-il, il m'est resté de cette nuit terrible une idée, une seule, mais une idée que je veux réaliser à tout prix. Je ne veux pas que Clémence demeure dans un cimetière de Paris. Je veux la brûler, recueillir ses cendres et la garder. Ne me dis pas un mot sur cette affaire, mais arrange-toi pour qu'elle réussisse. Je vais me renfermer dans sa chambre et j'y resterai jusqu'au moment de mon départ. Toi seul entreras ici pour me rendre compte de tes démarches. Va, n'épargne rien. » Pendant cette matinée, Madame Jules, après avoir été exposée dans une chapelle ardente à la porte de son hôtel, fut amenée à Saint-Roch. L'église était entièrement tendue de noir. L'espèce de luxe déployé pour ce service avait attiré du monde, car à Paris, tout fait spectacle, même la douleur la plus vraie. Il y a des gens qui se mettent aux fenêtres pour voir comment pleure un fils en suivant le corps de sa mère, comme il y en a qui veulent être commodément placés pour voir comment tombe une tête. Aucun peuple du monde n'a eu des yeux plus voraces. Mais les curieux furent particulièrement surpris en apercevant les 6 chapelles latérales de Saint-Roch également tendues de noir.
2 hommes en deuil assistaient à une messe mortuaire dans chacune de ces chapelles. On ne vit au chœur pour toute assistance que M. Desmarais, le notaire, et Jacquet, puis en dehors de l'enceinte, les domestiques. Il y avait, pour les flâneurs ecclésiastiques, quelque chose d'inexplicable dans une telle pompe et si peu de parenté. Jules n'avait voulu aucun indifférent à cette cérémonie. La grand-messe fut célébrée avec la sombre magnificence des messes funèbres. Outre les desservants ordinaires de Saint-Roch, il s'y trouvait 13 prêtres venus de diverses paroisses. Aussi jamais, peut-être, le Dies Irae ne produisit-il sur des chrétiens de hasard fortuitement rassemblés par la curiosité mais avides d'émotion, un effet plus profond, plus nerveusement glacial que ne le fut l'impression produite par cet hymne au moment où 8 voix de chantres accompagnées par celles des prêtres et les voix des enfants de chœur l'entonnèrent alternativement. Des 6 chapelles latérales, 12 autres voix d'enfants s'élevèrent aigres de douleur et s'y mêlèrent lamentablement. De toutes les parties de l'église, l'effroi sourdait. Partout, les cris d'angoisse répondaient aux cris de terreur. Cette effrayante musique accusait des douleurs inconnues au monde et des amitiés secrètes qui pleuraient la morte. Jamais, en aucune religion humaine, les frayeurs de l'âme violemment arrachées du corps et tempétueusement agitées en présence de la foudroyante majesté de Dieu n'ont été rendues avec autant de vigueur. Devant cette clameur, des clameurs doivent s'humilier les artistes et leurs compositions les plus passionnées. Non, rien ne peut lutter avec ce chant qui résume les passions humaines et leur donne une vie galvanique au-delà du cercueil en les amenant palpitantes encore devant le Dieu vivant des vengeurs. Ces cris de l'enfance unis au son de voix graves et qui comprennent alors dans ce cantique de la mort la vie humaine avec tous ses développements, en rappelant les souffrances du berceau, en se grossissant de toutes les peines des autres âges, avec les larges accents des hommes, avec les chevrotements des vieillards et des prêtres, toute cette stridente harmonie pleine de foudres et d'éclairs ne parle-t-elle pas aux imaginations les plus intrépides, aux cœurs les plus glacés et même aux philosophes? En l'entendant, il semble que Dieu tonne. Les voûtes d'aucune église ne sont froides. Elles tremblent, elles parlent, elles versent la peur par toute la puissance de leurs échos. Vous croyez voir d'innombrables morts se levant en tendant les mains. Ce n'est plus ni un père, ni une femme, ni un enfant qui sont sous le drap noir, c'est l'humanité sortant de sa poudre. Il est impossible de juger la religion catholique, apostolique et romaine tant que l'on n'a pas éprouvé la plus profonde des douleurs en pleurant la personne adorée qui gît sous le cénotaphe, tant que l'on n'a pas senti toutes les émotions qui vous emplissent alors le cœur traduites par cet hymne du désespoir, par ces cris qui écrasent les âmes, par cet effroi religieux qui grandit de strophe en strophe, qui tournoie vers le ciel, qui épouvante, qui rapetisse, qui élève l'âme et vous laisse un sentiment de l'éternité dans la conscience au moment où le dernier vers s'achève. Vous avez été aux prises avec la grande idée de l'infini, et alors tout se tait dans l'Église. Il ne s'y dit pas une parole, les incrédules eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont. Le génie espagnol a pu seul inventer ces majestés inouïes pour la plus inouïe des douleurs.
Quand la suprême cérémonie fut achevée, 12 hommes en deuil sortirent des 6 chapelles et vinrent écouter autour du cercueil le chant d'espérance que l'Église fait entendre à l'âme chrétienne avant d'aller en ensevelir la forme humaine. Puis chacun de ces hommes monta dans une voiture drapée. Jacquet et M. Desmarais prirent la 13e. Les serviteurs suivirent à pied. 1 heure après, les 12 inconnus étaient au sommet du cimetière nommé populairement le Père-Lachaise, tous en cercle autour d'une fosse où le cercueil avait été descendu, devant une foule curieuse accourue de tous les points de ce jardin public. Puis après de courtes prières, le prêtre jeta quelques grains de terre sur la dépouille de cette femme, et les fossoyeurs, ayant demandé leur pourboire, s'empressèrent de combler la fosse pour aller à une autre. Ici semble finir le récit de cette histoire. Mais peut-être serait-elle incomplète si, après avoir donné un léger croquis de la vie parisienne, si après en avoir suivi les capricieuses ondulations, les effets de la mort y étaient oubliés. La mort dans Paris ne ressemble à la mort dans aucune capitale, et peu de personnes connaissent les débats d'une douleur vraie aux prises avec la civilisation, avec l'administration parisienne. D'ailleurs, peut-être Jules et Ferragus XXIII intéressent-ils assez pour que le dénouement de leur vie soit dénué de froideur. Enfin, beaucoup de gens aiment à se rendre compte de tout et voudraient ainsi que l'a dit le plus ingénieux de nos critiques, savoir par quel procédé chimique l'huile brûle dans la lampe d'Aladin. Jacquet, homme administratif, s'adressa naturellement à l'autorité pour obtenir la permission d'exhumer le corps de Madame Jules et de le brûler. Il alla parler au préfet de police sous la protection de qui dorment les morts. Ce fonctionnaire voulut une pétition. Il fallut acheter une feuille de papier timbré, donner à la douleur une forme administrative. Il fallut se servir de l'argot bureaucratique pour exprimer les vœux d'un homme accablé auquel les paroles manquaient. Il fallut traduire froidement et mettre en marge l'objet de la demande. Le pétitionnaire sollicite l'incinération de sa femme. Voyant cela, le chef, chargé de faire un rapport au conseiller d'État, préfet de police, dit en lisant cette apostille où l'objet de la demande était, comme il l'avait recommandé, clairement exprimé, « Mais c'est une question grave. Mon rapport ne peut être prêt que dans 8 jours. » Jules, auquel Jacquet fut forcé de parler de ce délai, comprit ce qu'il avait entendu dire à Ferragus. Brûler Paris. Rien ne lui semblait plus naturel que d'anéantir ce réceptacle de monstruosité. Mais, dit-il à Jacquet, il faut aller au ministre de l'Intérieur, lui faire parler par ton ministre. Jacquet se rendit au ministère de l'Intérieur et demanda une audience qu'il obtint. Mais à 15 jours de date, Jacquet était un homme persistant. Il chemina donc de bureau en bureau et parvint au secrétaire particulier du ministre, auquel il fit parler par le secrétaire particulier du ministre des Affaires étrangères. Ses hautes protections aidant, il eut pour le lendemain une audience tardive, pour laquelle, s'étant précautionné d'un mot de l'autocrate des affaires étrangères écrit au pacha de l'Intérieur, Jacquet espéra enlever l'affaire d'assaut. Il prépara des raisonnements, des réponses péremptoires, des encas, mais tout échoua. « Cela ne me regarde pas, dit le ministre. La chose concerne le préfet de police. D'ailleurs, il n'y a pas de loi qui donne aux maris la propriété du corps de leurs femmes, ni aux pères celle du corps de leurs enfants. C'est grave. Puis il y a des considérations d'utilité publique qui veulent que ceci soit examiné. Les intérêts de la ville de Paris peuvent en souffrir. Enfin, si l'affaire dépendait immédiatement de moi, je ne pourrais pas me décider. Et qu'est nunc, il me faudrait un rapport. Le rapport est dans l'administration actuelle ce que sont les limbes dans le christianisme. Jacquet connaissait la manie du rapport et il n'avait pas attendu cette occasion
pour gémir sur ce ridicule bureaucratique. Il savait que depuis l'envahissement des affaires par le rapport Révolution administrative consommé en 1804, il ne s'était pas rencontré de ministre qui eût pris sur lui d'avoir une opinion, de décider la moindre chose sans que cette opinion, cette chose, eût été vannée, criblée, épluchée par les gâte-papiers, les portes grattoirs et les sublimes intelligences de ces bureaux. Jacquet, il était un de ces hommes dignes d'avoir Plutarque pour biographe, reconnu qu'il s'était trompé dans la marche de cette affaire et l'avait rendu impossible en voulant procéder légalement. Il fallait simplement transporter Madame Jules à l'une des terres de Desmarais et là, sous la complaisante autorité d'un maire de village, satisfaire la douleur de son ami. La légalité constitutionnelle et administrative n'enfante rien. C'est un monstre infécond pour les peuples, pour les rois et pour les intérêts privés. Mais les peuples ne savent épeler que les principes écrits avec du sang. Or, les malheurs de la légalité seront toujours pacifiques. Elle aplatit une nation, voilà tout. Jacquet, homme de liberté, revint alors en songeant aux bienfaits de l'arbitraire, car l'homme ne juge les lois qu'à la lueur de ses passions. Et quand Jacquet se vit en présence de Jules, force lui fut de le tromper, et le malheureux, saisi par une fièvre violente, resta pendant 2 jours au lit. Le ministre parla, le soir même, dans un dîner ministériel, de la fantaisie qu'avait un Parisien de faire brûler sa femme à la manière des Romains. Les cercles de Paris s'occupèrent alors pour un moment des funérailles antiques. Les choses anciennes devenant à la mode, quelques personnes trouvèrent qu'il serait beau de rétablir pour les grands personnages le bûcher funéraire. Cette opinion eut ses détracteurs et ses défenseurs. Les uns disaient qu'il y avait trop de grands hommes et que cette coutume ferait renchérir le bois de chauffage, que chez un peuple aussi ambulatoire dans ses volontés que l'était le français, il serait ridicule de voir à chaque terme un long champ d'ancêtres promenés dans leurs urnes, puisque si les urnes avaient de la valeur, il y avait chance de les trouver à l'encan, saisies, pleines de respectables cendres par les créanciers, gens habitués à ne rien respecter. Les autres répondaient qu'il y aurait plus de sécurité qu'au Père-Lachaise pour les aïeux à être ainsi casés, car dans un temps donné, la ville de Paris serait contrainte d'ordonner une Saint-Barthélemy contre ces morts qui envahissaient la campagne et menaçaient d'entreprendre un jour sur les terres de la Brie. Ce fut enfin une de ces inutiles et spirituelles discussions de Paris qui trop souvent creusent des plaies bien profondes. Heureusement pour Jules, il ignora les conversations, les bons mots, les pointes que sa douleur fournissait à Paris. Le préfet de police fut choqué de ce que M. Jacquet avait employé le ministre pour éviter les lenteurs, la sagesse de la haute voirie. L'exhumation de Madame Jules était une question de voirie. Donc, le bureau de police travaillait à répondre vertement à la pétition, car il suffit d'une demande pour que l'administration soit saisie. Or, une fois saisie, les choses vont loin avec elle. L'administration peut mener toutes les questions jusqu'au Conseil d'État, autre machine difficile à remuer. Le second jour, Jacquet fit comprendre à son ami qu'il fallait renoncer à son projet, que dans une ville où le nombre des larmes brodées sur les draps noirs était tarifé, où les lois admettaient 7 classes d'enterrement, où l'on vendait au poids de l'argent la terre des morts, où la douleur était exploitée, tenue en partie double, où les prières de l'Église se payaient cher, où la fabrique intervenait pour réclamer le prix de quelques filets de voix ajoutés au dies irae. Tout ce qui sortait de l'ornière administrativement tracée à la douleur était impossible. C'eût été, dit Jules, un bonheur dans ma misère. J'avais formé le projet de mourir loin d'ici. Je désirais tenir Clémence entre mes bras dans la tombe. Je ne savais pas que la bureaucratie
put allonger ses ongles jusque dans nos cercueils. Puis il voulut aller voir s'il y avait près de sa femme un peu de place pour lui. Les deux amis se rendirent donc au cimetière. Arrivés là, ils le trouvèrent comme à la porte des spectacles ou à l'entrée des musées, comme dans la cour des diligences des Cicéroni qui s'offrirent à les guider dans le dédale du Père-Lachaise. Il leur était impossible, à l'un comme à l'autre, de savoir où gisait Clémence. Affreuse angoisse. Ils allèrent consulter le portier du cimetière. Les morts ont un concierge, et il y a des heures auxquelles les morts ne sont pas visibles. Il faudrait remuer tous les règlements de haute et basse police pour obtenir le droit de venir pleurer la nuit dans le silence et la solitude sur la tombe où gît un être aimé. Certes, de tous les portiers de Paris, celui du Père-Lachaise est le plus heureux. D'abord, il n'a point de cordon à tirer, puis, au lieu d'une loge, il a une maison, un établissement qui n'est pas tout à fait un ministère, quoiqu'il y ait un très grand nombre d'administrés et plusieurs employés, que ce gouverneur des morts ait un traitement et dispose d'un pouvoir immense dont personne ne peut se plaindre, il fait de l'arbitraire à son aise. Sa loge n'est pas non plus une maison de commerce, quoiqu'il ait des bureaux, une comptabilité, des recettes, des dépenses et des profits. Cet homme n'est ni un Suisse, ni un concierge, ni un portier. La porte qui reçoit les morts est toujours béante. Puis, quoiqu'il ait des monuments à conserver, ce n'est pas un conservateur. Enfin, c'est une indéfinissable anomalie, autorité qui participe de tout et qui n'est rien, autorité placée comme la mort dont elle vit en dehors de tout. Néanmoins, cet homme exceptionnel relève de la ville de Paris, être chimérique comme le vaisseau qui lui sert d'emblème, créature de raison mue par 1000 pattes rarement unanimes dans leurs mouvements, en sorte que ses employés sont presque inamovibles. Ce gardien du cimetière est donc le concierge arrivé à l'état de fonctionnaire, non soluble par la dissolution. Sa place n'est d'ailleurs pas une sinécure. Il ne laisse inhumer personne sans un permis. Il doit compte de ses morts. Il indique dans ce vaste champ les 6 pieds carrés où vous mettrez quelques jours tout ce que vous aimez, tout ce que vous haïssez, une maîtresse, un cousin. Oui, sachez-le bien, tous les sentiments de Paris viennent aboutir à cette loge et s'y administrationalise. Cet homme a des registres pour coucher ses morts. Ils sont dans leurs tombes et dans ses cartons. Il a sous lui des gardiens, des jardiniers, des fossoyeurs, des aides. Il est un personnage. Les gens en pleurs ne lui parlent pas tout d'abord. Il ne comparaît que dans les cas graves. Un mort pris pour un autre, un mort assassiné, une exhumation, un mort qui renaît. Le buste du roi régnant est dans sa salle et il garde peut-être les anciens bustes royaux, impériaux, quasi-royaux dans quelque armoire, espèce de petit Père-Lachaise pour les révolutions. Enfin, c'est un homme public, un excellent homme, bon père et bon époux, épitaphe à part. Mais tant de sentiments divers ont passé devant lui sous forme de corbillards, mais il a tant vu de larmes, les vraies, les fausses, mais il a vu la douleur sous tant de faces, sur tant de faces. Il a vu 6 millions de douleurs éternelles. Pour lui, la douleur n'est plus qu'une pierre de 11 lignes d'épaisseur et de 4 pieds de haut sur 22 pouces de large. Quant au regret, ce sont les ennuis de sa charge. Il ne déjeune ni ne dîne jamais sans essuyer la pluie d'une inconsolable affection. Il est bon et tendre pour toutes les autres affections. Il pleurera sur quelque héros de drame, sur monsieur Germeuil de l'auberge des Adrets, l'homme à la culotte beurre frais, assassiné par Robert Macaire, mais son cœur s'est ossifié à l'endroit des véritables morts. Les morts sont des chiffres pour lui. Son état est d'organiser la mort. Puis, enfin,
Il se rencontre 3 fois par siècle une situation où son rôle devient sublime, et alors il est sublime à toute heure, en temps de peste. Quand Jacquet l'aborda, ce monarque absolu rentrait assez en colère. « J'avais dit, s'écria-t-il, d'arroser les fleurs depuis la rue Masséna jusqu'à la place Regnault de Saint-Jean d'Angély. Vous vous êtes moqué de cela, vous autres, sac à papier. Si les parents s'avisaient de venir aujourd'hui qu'il fait beau, ils s'en prendront à moi. Ils crieront comme des brûlés, ils diront des horreurs de nous et nous calomnieront. » « Monsieur, lui dit Jacquet, nous désirerions savoir où a été inhumée Madame Jules. »« Madame Jules qui ?» demanda-t-il. « Depuis 8 jours, nous avons eu 3, Madame Jules. »« Ah, dit-il, s'interrompant et regardant la porte, voilà le convoi du colonel de Maulincour. Allez chercher le permis. » Le colonel de Maulincour, c'est évidemment le héros de l'histoire, empoisonné donc par le père de Clémence. « À beau convoi, ma foi, reprit-il. Il a suivi de près sa grand-mère. » Autre personnage, tout le monde meurt. « Il y a des familles où il dégringole comme par gageure. Ça vous a un si mauvais sang, ces Parisiens. »« Monsieur, lui dit Jacquet, en lui frappant sur le bras, la personne dont je vous parle est Madame Jules Desmarets, la femme de l'agent de change. »« Ah, je sais, répondit-il en regardant Jacquet. N'était-ce pas un convoi où il y avait 13 voitures de deuil et un seul parent dans chacune des 12 premières? C'était si drôle que ça nous a frappés. » « Monsieur, prenez garde, monsieur Jules est avec moi, il peut vous entendre, ce que vous dites n'est pas convenable. »« Pardon, monsieur, vous avez raison. Excusez, je vous prenais pour des héritiers. Monsieur, reprit-il en consultant un plan du cimetière, Madame Jules est rue du Maréchal Lefebvre, allée numéro 4, entre Mademoiselle Beaucourt de la Comédie Française et monsieur Moreau-Malvin, un fort boucher pour lequel il y a un tombeau de marbre blanc commandé, qui sera vraiment un des plus beaux de notre cimetière. »« Monsieur, dit Jacquet en interrompant le concierge, nous ne sommes pas plus avancés. »« C'est vrai, répondit-il en regardant tout autour de lui. Jean, cria-t-il à un homme qu'il aperçut, conduisez ces messieurs à la fosse de Madame Jules, la femme d'un agent de change, vous savez, près de Mademoiselle Beaucourt, la tombe où il y a un buste. » Et les 2 amis marchèrent sous la conduite de l'un des gardiens. Mais ils ne parvinrent pas à la route escarpée qui menait à l'allée supérieure du cimetière, là où est maintenant la tombe de Balzac, sans avoir essuyé plus de 20 propositions, que des entrepreneurs de marbrerie, de serrerie et de sépulture vinrent leur faire avec une grâce mielleuse. Si monsieur voulait faire construire quelque chose, nous pourrions l'arranger à bien bon marché. Jacquet fut assez heureux pour épargner à son ami ces paroles épouvantables pour des cœurs saignants, et ils arrivèrent au lieu du repos. En voyant cette terre fraîchement remuée et où des maçons avaient enfoncé des fiches afin de marquer la place des dés de pierre nécessaires au serrurier pour poser sa grille, Jules s'appuya sur l'épaule de Jacquet en se soulevant par intervalles pour jeter de longs regards sur ce coin d'argile où il lui fallait laisser les dépouilles de l'être par lequel il vivait encore. « Comme elle est mal, là !» dit-il. « Mais elle n'est pas là, lui répondit Jacquet. Elle est dans ta mémoire. Allons, viens, quitte cet odieux cimetière où les morts sont parés comme les femmes au bal. Si nous l'ôtions de là. »« Est-ce possible ? Tout est possible, s'écria Jules. Je viendrai donc là, dit-il après une pause. Il y a de la place. » Jacquet réussit à l'emmener de cette enceinte divisée comme un damier par des grilles en bronze, par d'élégants compartiments où étaient enfermés des tombeaux tout enrichis de palmes, d'inscriptions, de larmes aussi froides que les pierres dont s'étaient servis des gens désolés pour faire sculpter leurs regrets et leurs armes. Il y a des bons mots gravés en noir, des épigrammes contre les curieux, des concetti, des adieux spirituels, des rendez-vous pris où il ne se trouve jamais
qu'une personne, des biographies prétentieuses, du clinquant, des guenilles, des paillettes, ici des tirses là, des fers de lance plus loin, des urnes égyptiennes, ça et là, quelques canons, partout les emblèmes de 1000 professions, enfin tous les styles, du mauresque, du grec, du gothique, des frises, des oves, des peintures, des armes, des génies, des temples, beaucoup d'immortels fanés et de rosiers morts. C'est une infâme comédie. C'est encore tout Paris, avec ses rues, avec ses enseignes, ses hôtels. Mais vu par le verre dégrossissant de la lorgnette, un Paris microscopique, réduit aux petites dimensions des ombres, des larves des morts, un genre humain qui n'a plus rien de grand que sa vanité. Puis Jules aperçut à ses pieds, dans la longue vallée de la Seine, entre les coteaux de Vaugirard, de Meudon, entre ceux de Belleville et de Montmartre, le véritable Paris, enveloppé d'un voile bleuâtre produit par ces fumées, et que la lumière du soleil rendait alors diaphane. Il embrassa d'un coup d'œil furtif ces 40 000 maisons et dit en montrant l'espace compris entre la colonne de la place Vendôme et la coupole d'or des Invalides: « Elle m'a été enlevée là, par la funeste curiosité de ce monde qui s'agite et se presse pour se presser et s'agiter. » À 4 lieues de là, sur les bords de la Seine, dans un modeste village assis au penchant de l'une des collines qui dépendent de cette longue enceinte montueuse au milieu de laquelle le grand Paris se remue comme un enfant dans son berceau, il se passait une scène de mort et de deuil, mais dégagée de toutes les pompes parisiennes, sans accompagnement de torches, ni de cierges, ni de voitures drapées, sans prière catholique, la mort toute simple. Voici le fait. Le corps d'une jeune fille était venu matinalement échouer sur la berge, dans la vase et les joncs de la Seine. Des tireurs de sable qui allaient à l'ouvrage l'aperçurent en montant dans leur frêle bateau. « Tiens, 50 francs de gagné, dit l'un d'eux. « C'est vrai, dit l'autre. » Et ils abordèrent auprès de la morte. « C'est une bien belle fille. Allons faire notre déclaration. » Et les 2 tireurs de sable, après avoir couvert le corps de leur veste, allèrent chez le maire du village, qui fut assez embarrassé d'avoir à faire le procès-verbal nécessité par cette trouvaille. Le bruit de cet événement se répandit avec la promptitude télégraphique particulière au pays où les communications sociales n'ont aucune interruption et où les médisances, les bavardages, les calomnies, le conte social dont se repaît le monde ne laissent point de lacune d'une borne à une autre. Aussitôt, des gens qui vinrent à la mairie tirèrent le maire de tout embarras. Ils convertirent le procès-verbal en un simple acte de décès. Par leurs soins, le corps de la fille fut reconnu pour être celui de la demoiselle Ida Gruget, couturière en corset, demeurant rue de la Corderie du Temple, numéro 14. Ce souvenir dans Ferragus, un peu en amont, les pages où Balzac fait le portrait de la grisette, la belle fille pauvre dans son humilité, et elle, là, dont Ferragus se servait pour assouvir sa vie sexuelle, probablement, et qui, voyant la place prise, sans savoir que Clémence, c'est la fille de son amant, envoie une lettre où elle annonce son suicide. Donc toujours là, les puissances silencieuses qui agissent. La police judiciaire intervint. La veuve Gruget, mère de la défunte, arriva munie de la dernière lettre de sa fille. Au milieu des gémissements de la mère, un médecin constata l'asphyxie par l'invasion du sang noir dans le système pulmonaire et tout fut dit. Les enquêtes faites, les renseignements donnés. Le soir, à 6 heures, l'autorité permit d'inhumer la grisette. Le curé du lieu refusa de la recevoir à l'église
et de prier pour elle. Ida Gruget fut alors ensevelie dans un linceul par une vieille paysanne et mise dans cette bière vulgaire faite en planches de sapin, puis portée au cimetière par 4 hommes, et suivie de quelques paysannes curieuses qui se racontaient cette mort en la commentant avec une surprise mêlée de commisération. La veuve Gruget fut charitablement retenue par une vieille dame qui l'empêcha de se joindre au triste convoi de sa fille, un homme à triple fonction, sonneur, bedeau, fossoyeur de la paroisse, avait fait une fosse dans le cimetière du village, cimetière d'un demi-arpent, situé derrière l'église, une église bien connue, église classique, ornée d'une tour carrée à toit pointu, couvert en ardoise, soutenue à l'extérieur par des contreforts anguleux. Derrière le rond décrit par le chœur se trouvait le cimetière entouré de murs en ruine, champ plein de monticules. Ni marbre ni visiteur, mais certes sur chaque sillon des pleurs et des regrets véritables qui manquèrent à Ida Gruget. Elle fut jetée dans un coin parmi des ronces et de hautes herbes. Quand la bière fut descendue dans ce chant si poétique par sa simplicité, le fossoyeur se trouva bientôt seul à la nuit tombante. En comblant cette fosse, il s'arrêtait par intervalles pour regarder dans le chemin par-dessus le mur. Il y eut un moment où, la main appuyée sur sa pioche, il examina la scène qui lui avait amené ce corps. Pauvre fille, s'écria un homme survenu là tout à coup. « Vous m'avez fait peur, monsieur, dit le fossoyeur. Y a-t-il eu un service pour celle que vous enterrez ?»« Non, monsieur. Monsieur le curé n'a pas voulu. Voilà la première personne enterrée ici sans être de la paroisse. Ici tout le monde se connaît. Est-ce que monsieur... Tiens, il est parti. » Quelques jours s'étaient écoulés lorsqu'un homme vêtu de noir se présenta chez Jules et, sans vouloir lui parler, déposa dans la chambre de sa femme une grande urne de porphyre, sur laquelle il lut ces mots « Invita lege coniuge morenti, filiole cineres bestituit, moribundus pater. » « Quel homme !» dit Jules, en fondant en larmes. Dernier geste de Ferragus intervenant dans le livre. 8 jours suffirent à l'agent de change pour obéir à tous les désirs de sa femme et pour mettre ordre à ses affaires. Il vendit sa charge aux frères de Martin Falex et partit de Paris au moment où l'administration discutait encore s'il était licite à un citoyen de disposer du corps de sa femme. Qui n'a pas rencontré sur les boulevards de Paris, au détour d'une rue ou sous les arcades du Palais Royal, enfin en quelques lieux du monde où le hasard veuille le présenter, un être, homme ou femme, à l'aspect duquel 1000 pensées confuses naissent en l'esprit. À son aspect, nous sommes subitement intéressés ou par des traits dont la conformation bizarre annonce une vie agitée, ou par l'ensemble curieux que présentent les gestes, l'air, la démarche et les vêtements, ou par quelques regards profonds, ou par d'autres je ne sais quoi qui saisissent fortement et tout à coup sans que nous nous expliquions bien précisément la cause de notre émotion. Puis le lendemain, d'autres pensées, d'autres images parisiennes emportent ce rêve passager. Mais si nous rencontrons encore le même personnage, soit passant à heure fixe comme un employé de mairie qui appartient au mariage pendant 8 heures, soit errant dans les promenades comme ces gens qui semblent être un mobilier acquis aux rues de Paris et que l'on retrouve dans les lieux publics, aux premières représentations ou chez les restaurateurs dont ils sont le plus bel ornement, alors cette créature s'inféode à votre souvenir et y reste comme un premier volume de roman dont la fin nous échappe. Nous sommes tentés d'interroger cet inconnu, de lui dire « Qui êtes-vous ? Pourquoi flânez-vous ? De quel droit avez-vous un col plissé, une canne à pomme d'ivoire, un gilet passé ? Pourquoi ces lunettes bleues à double verre ? Pourquoi conservez-vous la cravate des muscadins ?
parmi ces créatures errantes, les unes appartiennent à l'espèce des deux termes. Elles ne disent rien à l'âme, elles sont là, voilà tout. Pourquoi? Personne ne le sait. C'est de ces figures comme celles qui servent de type aux sculpteurs pour les 4 saisons, pour le commerce et l'abondance. Quelques autres, anciens avoués, vieux négociants, antiques généraux, s'en vont, marchent et paraissent toujours arrêtés, pareils à des arbres qui se trouvent à moitié déracinés au bord d'un fleuve. Elles ne semblent jamais faire partie du torrent de Paris, ni de sa foule jeune et active. Il est impossible de savoir si l'on a oublié de les enterrer ou si elles se sont échappées du cercueil. Elles sont arrivées à un état quasi fossile. Un de ces melmoths parisiens était venu se mêler depuis quelques jours parmi la population sage et recueillie qui, lorsque le ciel est beau, meuble infailliblement l'espace enfermé entre la grille sud du Luxembourg et la grille nord de l'Observatoire, espace sans genre, espace neutre dans Paris. En effet, là, Paris n'est plus, et là, Paris est encore. Ce lieu tient à la fois de la place, de la rue, du boulevard, de la fortification, du jardin, de l'avenue, de la route, de la province, de la capitale. Certes, il y a de tout cela, mais ce n'est rien de tout cela. C'est un désert. Autour de ce lieu sans nom s'élèvent les enfants trouvés, la Bourbe, l'hôpital Cochin, les Capucins, l'hospice de la Rochefoucauld, les Sourds-Muets, l'hôpital du Val-de-Grâce. Enfin, tous les vices et tous les malheurs de Paris ont là leur asile. Et pour que rien ne manque à cette enceinte philanthropique, la science y étudie les marées et les longitudes. Monsieur de Chateaubriand y a mis l'infirmerie Marie-Thérèse, et les carmélites y ont fondé un couvent. Les grandes situations de la vie sont représentées par les cloches qui sonnent incessamment dans ce désert, et pour la mère qui accouche, et pour l'enfant qui naît, et pour le vice qui succombe, et pour l'ouvrier qui meurt, et pour la vierge qui prie, et pour le vieillard qui a froid, et pour le génie qui se trompe. Puis, à 2 pas, le cimetière du Montparnasse qui attire d'heure en heure les chétifs convois du faubourg Saint-Marceau. Cette esplanade, d'où l'on domine Paris, a été conquise par les joueurs de boules, vieilles figures grises, pleines de bonhomie, qui continuent nos ancêtres et dont les physionomies ne peuvent être comparées qu'à celles de leur public, à la galerie mouvante qui les suit. L'homme, devenu depuis quelques jours l'habitant de ce quartier désert, assistait assidûment aux parties de boules et pouvait certes passer pour la créature la plus saillante de ces groupes qui, s'il était permis d'assimiler les Parisiens aux différentes classes de la zoologie, appartiendraient au genre des mollusques. Ce nouveau venu marchait sympathiquement avec le cochonnet, petite boule qui sert de point de mire et constitue l'intérêt de la partie. Il s'appuyait contre un arbre quand le cochonnet s'arrêtait, puis, avec la même attention qu'un chien prête au geste de son maître, il regardait les boules volant en l'air ou roulant à terre. Vous l'eussiez pris pour le génie fantastique du cochonnet. Il ne disait rien. Et les joueurs de boules, les hommes les plus fanatiques qui se soient rencontrés parmi les sectaires de quelque religion que ce soit, ne lui avaient jamais demandé compte de ce silence obstiné. Seulement, quelques esprits forts le croyaient sourd et muet. Dans les occasions où il fallait déterminer les différentes distances qui se trouvaient entre les boules et le cochonnet, la canne de l'inconnu devenait la mesure infaillible. Les joueurs venaient alors la prendre dans les mains glacées de ce vieillard, sans la lui emprunter par un mot, sans même lui faire un signe d'amitié. Le prêt de sa canne était comme une servitude à laquelle il avait négativement consenti. Quand survenait une averse, il restait près du cochonnet, esclave des boules, gardien de la partie commencée. La pluie ne le surprenait pas plus que le beau temps. Il était comme les joueurs, une espèce intermédiaire entre le Parisien qui a le moins d'intelligence et l'animal qui en a le plus. D'ailleurs, pâle et flétri, sans soin de lui-même, distrait,
Il venait souvent en nu-tête, montrant ses cheveux blanchis et son crâne carré, jaune, dégarni, semblable aux genoux qui percent le pantalon d'un pauvre. Il était béant, sans idée dans le regard, sans appui précis dans la démarche. Il ne souriait jamais, ne levait jamais les yeux au ciel et les tenait habituellement baissés vers la terre et semblait toujours y chercher quelque chose. À 4 heures, une vieille femme venait le prendre pour le ramener on ne sait où, en le traînant à la remorque par le bras, comme une jeune fille tire une chèvre capricieuse qui veut brouter encore quand il faut venir à l'étable. Ce vieillard était quelque chose d'horrible à voir. Dans l'après-midi, Jules, seul dans une calèche de voyage lestement menée par la rue de l'Est, déboucha sur l'esplanade de l'observatoire au moment où ce vieillard, appuyé contre un arbre, se laissait prendre sa canne au milieu des vociférations de quelques joueurs pacifiquement irrités. Jules, croyant reconnaître cette figure, voulut s'arrêter, et sa voiture s'arrêta précisément. En effet, le postillon, serré par des charrettes, ne demanda point passage aux joueurs de boules insurgés. Il avait trop de respect pour les émeutes, le postillon. « C'est lui, dit Jules, en découvrant enfin dans ce débris humain Ferragus 23, chef des dévorants. Comme il l'aimait, ajouta-t-il après une pause. Marchez donc, postillon. Souvenez-vous juste de ça. Marchez donc, postillon. Et si on se souvient du marchez donc, postillon, on le connaît, notre Balzac. On s'en souviendra de la fin de Ferragus. Madame Jules, mourir chez Balzac.